Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 116e épisode de Finances fondamentales. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui, surtout que c'est la nouvelle formule. Donc, il y a 2 semaines, à l'épisode 114, si je me rappelle bien, je vous avais dit qu'il n'y allait pas avoir 4 synthèses de livres par mois maintenant, mais plutôt 2, et que j'allais combler les épisodes autour avec des réponses à vos questions, des sujets contradictoires, des études de cas, des bilans, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, c'est le premier de ces épisodes-là spéciaux là, qu'on pourrait dire, et j'aborde 2 sujets sur lesquels tout le monde ne s'entend pas nécessairement, soit dans quoi investir selon l'horizon de temps que vous avez, différents projets, et aussi dans quoi investir si votre CELI et votre REER sont pleins. Donc le premier sujet que j'ai décidé de parler, c'est dans quoi investir selon différents horizons de temps. Donc selon ce que j'entendais sur différents podcasts, en bas de 5 ans, il fallait être plus sécuritaire, donc ne pas avoir nécessairement d'actions. Donc, si vous avez une maison achetée dans 3 ans, pas d'action, c'était ensuite propre à la tolérance de chacun, bien sûr, comme toujours. Par contre, l'été passé, je suis tombé sur un podcast qui relatait une étude de Vanguard. Désolé, là, j'ai oublié le nom du podcast, l'épisode. C'est pas un de mes podcasts réguliers que j'écoute souvent, donc je l'ai oublié. Des fois, je n'essaye 2-3 au hasard quand ma liste est vide. Cette fois-là, j'étais au McDo avec mes filles en train de jouer dans les jeux, donc j'ai profité de ce petit 15 minutes de liberté-là pour écouter un podcast, bien sûr, entrecoupé de plusieurs interventions de mes filles qui veulent que je les regarde glisser dans la glissade pour une 80e fois. Anyway, voici ce que l'étude disait. Faut considérer, bien sûr, encore que ce sont des règles générales, là. Le profil de chacun va influencer votre répartition d'actifs. Donc, ce que l'étude de Vanguard disait, c'est qu'en bas de 5 ans, il faut avoir aucune action. Juste des produits sécuritaires comme des CPG, un FNB comme Cash.to, un compte épargne, etc. Donc, les produits que je vous ai nommés, c'est moi qui vous les nomme. Là. Ça ne vient pas de l'étude Vanguard, mais selon eux, si votre projet est dans 5 ans ou moins, aucune action. Si votre projet est dans 5 à 10 ans, bien, vous pouvez avoir entre 20 à 40 % d'actions. Et là, l'étude proposait leurs produits, bien sûr. Donc, vous pouvez avoir un produit comme VCIP, qui est un FNB avec 20 % d'actions, 80 % d'obligations, ou VCNS, qui a 40 % d'actions, 60 % d'obligations. Donc, 5 à 10 ans, selon votre profil, de 20 à 40 % d'actions. De 10 à 15 ans, l'étude dit que vous devriez avoir 60 % actions, donc un produit comme VBAL qui est 60 % actions, 40 % obligations. Si votre projet est dans 15-20 ans, vous devriez être entre 60 et 80 % votre répartition, soit VBAL encore une fois, ou VGRO, qui est 80 % actions, 20 % obligations. Et enfin, seulement si votre projet est au-delà de 20 ans, vous devriez être 100 % actions dans un produit comme VEQT par exemple. Il y a quelques mois, j'ai suivi une formation de Youssef Galache, qui est la personne là, derrière Éduc Finance, puis la page Facebook L'argent ne dort jamais, qui est super intéressante, là, qui est selon moi la page Facebook sur les finances qui est la plus intéressante au Québec. Et j'ai suivi cette formation-là juste pour le plaisir de voir ce que les gens disent dans ce genre de formation-là. C'était pertinent, bien sûr, mais j'ai rien appris. Et il a partagé une image, par contre, que je trouvais intéressante et que je voulais vous synthétiser ici aujourd'hui, qui, comme l'étude de Vanguard, divisait le risque à prendre selon l'horizon de temps que vous avez, mais cette fois-ci, il divisait cet horizon de temps-là, le risque à prendre selon 3 profils de tolérance au risque, soit une tolérance élevée, moyenne ou faible. Toutes ces informations-là proviennent de la source, c'est le journal d'un investisseur. Donc, selon le temps que vous avez avant de décaisser toutes vos liquidités, si votre projet, si ce décaissement-là est dans 1 à 3 ans, si votre tolérance au risque est élevée, vous pourriez avoir 20 % actions, 80 % obligations, et si elle est moyenne ou faible, vous devriez être 100 % en encaisse, donc juste avec de l'argent qui est accessible, qui ne peut pas descendre comme un compte épargne ou un FNB comme Cash.to. Si le moment de décaissement est 3 à 5 ans devant vous, vous avez une tolérance au risque élevée, vous pourriez avoir entre 40 et 60 % en actions. Donc, si c'est 3 ans devant vous, vous êtes plus vers le 40 %. Et si c'est 5 ans, vous pouvez être plus vers le 60 % actions.
et le reste du portefeuille est en obligation. Donc, si vous avez 3 ans devant vous, ça sera un portefeuille 40-60, donc 40% actions, 60% obligations. Et si vous avez 5 ans devant vous, ça serait 60% actions, 40% obligations. Donc, pour le reste du tableau, je vais toujours vous dire, exemple, 40-60, ça veut dire 40% actions, 60% obligations. Si votre tolérance au risque est moyenne et que vous avez 3 ans devant vous, vous auriez un portefeuille qui ressemble à du 30-70. Et si vous avez 5 ans devant vous, vous aurez un portefeuille 40-60, donc 40% actions, 60% obligations. Si votre tolérance au risque est faible et que vous avez 3 ans devant vous, ça serait 20-80. Et si vous avez 5 ans devant vous, un portefeuille 40-60, donc 40% actions. Si le projet est 6 ans devant vous et que vous avez une tolérance au risque élevée, vous seriez réparti 60-40. Si le projet est 10 ans devant vous avec une tolérance au risque élevée, vous allez être 80-20. Et si le projet est 11 ans et plus devant vous, vous allez être entre 80 et 100% actions si vous avez une tolérance au risque élevée. Pour 6, 10 ans et 11 ans et plus, si vous avez une tolérance au risque moyenne, 6 ans devant vous, vous allez être 40-60. 10 ans devant vous, vous allez être 60-40. Et 11 ans et plus, vous allez avoir entre 60 et 80% d'actions. Enfin, si votre tolérance au risque est faible pour le 6, 10 et 11 ans et plus, si vous avez 6 ans devant vous, vous allez être à peu près 30% actions, 70% obligations. Si vous avez 10 ans devant vous, 50-50. Et si vous avez 11 ans et plus devant vous, entre 40 et 60% d'actions, selon ce que vous préférez. Salut, moi c'est Xavier Courchaine, j'ai un baccalauréat en finance et je suis le fondateur de l'entreprise Zéro Frais de Gestion. Mon but avec Zéro Frais de Gestion, c'est de t'aider à congédier ton conseiller financier pour que tu arrêtes de payer ces gros frais de gestion. Donc ce que je t'offre, c'est des consultations privées pour apprendre à investir tes premiers dollars en bourse de façon autonome dans les fonds négociés en bourse. Ce que j'offre aussi, c'est le service de déclaration d'impôt des particuliers où je me spécialise avec les travailleurs autonomes et les investisseurs en bourse. Pour me contacter, seulement à utiliser la plateforme de ton choix dans les notes de l'épisode. Donc, l'étude de Vanguard est beaucoup plus sécuritaire alors que le 0,5 ans est à 0% d'actions, alors que l'image partagée ici, qui provenait du journal de l'investisseur, dit entre 0 et 60% si vous êtes à peu près vers 5 ans, bien sûr, plus à 60%, mais on voit que un petit peu plus risqué, bien pas risqué, mais un petit peu plus penché vers les actions pour cette image-là. Pour 5 à 10 ans, Vanguard dit 20-40% d'actions, alors que le journal dit entre 30 et 80%. Personnellement, je me positionne plutôt vers la haute tolérance du journal de l'investisseur et avec le pourcentage d'actions le plus élevé dans chaque proposition selon la tolérance au risque. La seule exception, c'est pour le 1-3 ans que ça me fait trop chier de perdre du cash avec un produit 20-80. Donc, 1-3 ans, pour moi, ça serait dans cash.to avec les taux en vigueur là, qui sont peut-être intéressants selon le moment où vous avez à investir dans ce produit-là. Sinon, 3-5 ans, je serais 60-80, donc un produit comme XBAL ou VBAL. Entre 5 et 10 ans, je serais probablement 80-20 avec XGRO ou VGRO. Et 10 ans et plus, bien sûr, 100% actions dans XEQT ou VEQT ou des produits, bien sûr, équivalents. Je rappelle, tout ça dépend de votre tolérance au risque. Deuxième sujet, dans quoi investir après que votre CELI REER soit plein? C'est un beau problème, mais étonnamment, c'est une des questions que je reçois beaucoup sur la page Facebook et sur mon Gmail. Donc, je suis parti d'un article du blog Retraite 101 qui s'appelle « Les 15 options pour investir hors REER et CELI ». Je vous les nomme en rafale, puis ensuite, je vous les présente, puis je me prononce à la fin sur ce que je trouve le plus intéressant. Donc, en rafale, vous pouvez 1. Rembourser vos dettes. 2. Investir dans le CELI-AP. 3. Investir dans un compte non enregistré. 4. Rembourser plus rapidement votre hypothèque. 5. Investir dans le REE. 6. Investir dans des CRCD, qui sont le capital régional et coopératif des jardins. Ensuite, 7. Dans un fonds de travailleurs comme la FTQ. REER, bien sûr. 8. Dans des actions à dividendes. 9. Dans de la crypto-monnaie. 10. Assurance vie universelle. 11. Cotisation supplémentaire de 14 000 $ dans le REE. 12. Dans l'immobilier. 13. La manœuvre Smith. 14. Des actions accréditives. On va voir c'est quoi tantôt. Et 15. Du financement participatif en capital. Donc, la première option, c'était rembourser ses dettes. Selon le blog, c'est la priorité absolue avant d'investir. Les dettes à intérêt élevé, comme les cartes de crédit, doivent être remboursées en premier. Ça devrait même être fait, selon moi, avant d'investir dans le CELI ou le REER. Deuxième option, c'est d'investir dans le CELI-AP. Donc ça, c'est un compte pour l'achat d'une première propriété où vous avez une déduction d'impôt comme le REER, mais en plus, les retraits sont non imposables si vous achetez une propriété, bien sûr.
Donc, c'est un compte enregistré, là, un peu comme le CELI et le REER. On en a déjà parlé quelques fois. C'est un incontournable pour moi là, d'investir dans le CELIAP si vous souhaitez acheter une propriété un jour. Puis même si vous ne souhaitez pas l'acheter, ça peut être transféré plus tard dans le REER et vous pouvez investir 8 000 $ par année maximum dans votre CELIAP. Troisième option, c'est investir dans un compte non enregistré. Donc, c'est très simple. Là, vous pouvez même utiliser la même stratégie d'investissement que dans votre CELI, votre REER. C'est très flexible, mais vous allez avoir une taxation sur vos rendements à chaque année. Quatrième option, c'était rembourser plus rapidement son hypothèque. Donc, il y a une possibilité de réduire les intérêts à long terme, mais l'opportunité de rendement peut être plus intéressante ailleurs, surtout si votre taux hypothécaire est en bas de 4 %. Faites vos calculs, mais je sais qu'il y a une petite joie aussi à se retrouver sans hypothèque, probablement. Cinquième option, c'est investir dans le REE, donc le régime épargne-études enregistré ou le régime enregistré d'épargne-études, je ne me rappelle pas. Donc ça, c'est un outil pour l'épargne-études de vos enfants avec des subventions gouvernementales et plusieurs avantages fiscaux. On en a parlé souvent sur le podcast, 30 % de subvention, c'est un incontournable et c'est un maximum de 2 500 $ par enfant et tu peux rattraper une année de retard à la fois. Donc, tu pourrais mettre 5 000 $ par année jusqu'à temps que tu aies rattrapé ton retard. Sixième option, c'est acheter des parts de CRCD, donc de Capital Régional et Coopératif Desjardins. Ça, j'en parle moins souvent. C'est un investissement avec un crédit d'impôt de 30 % pour soutenir les petites entreprises québécoises, les PME. Donc, c'est un engagement minimal de 7 ans. Donc, quand tu places ton argent, elle est placée pendant 7 ans. C'est un maximum de 3 000 $ que tu peux investir. Les rendements sont OK, là, sont corrects. J'ai regardé, c'est pas extraordinaire non plus, mais c'est un investissement social et il y a un retour d'impôt à ne pas négliger. Donc, pour moi, c'est une option intéressante quand tout le reste est plein si vous ne voulez pas vous lancer dans rien de compliqué. Par contre, c'est un maximum de 3 000 $ seulement et vous devez vous inscrire. Mais bien sûr, CELI, REER, REE, CELIAP, tout ça pour moi passe avant le CRCD. Septième option, investir dans un fonds de travailleurs hors REER. Donc, vous allez avoir un crédit d'impôt de 30 % dans un compte non enregistré. Même si la déduction REER ne va pas s'appliquer, vous avez quand même accès à un crédit d'impôt de 30 %, un peu comme le CRCD qu'on vient de parler. C'est le même principe à quelques exceptions, là. Autant que je dis que le CELI REER sont autogérés, c'est mieux que de faire affaire avec la FTQ. Autant que je pense que la FTQ et la CRCD peuvent être intéressants au lieu d'avoir un compte non enregistré qui ne présente aucun avantage, aucun crédit d'impôt. Je n'ai pas vérifié, mais je sais que c'est quand même 5 000 $ maximum, je pense, dans ce type de compte-là. Pour le fonctionnement précis, si c'est quelque chose que vous voulez faire, il va falloir vous informer. Là, je n'ai pas creusé davantage. Huitième option, investir dans des actions à dividendes, donc générer des revenus passifs peut être fiscalement avantageux en investissant dans des titres ou des FNB à dividendes plutôt que dans des rendements en intérêt. Je ne suis pas tellement d'accord par contre, c'est encore plus avantageux d'avoir du gain en capital dans un compte non enregistré, donc ce n'est pas mon option préférée. 9. Investir dans les crypto-monnaies, donc c'est une diversification potentielle à faire dans votre portefeuille, mais c'est très volatile et c'est non protégé par l'assurance dépôt au Canada. 10e option, c'était l'assurance vie universelle, donc c'est une solution d'investissement pour les épargnants qui n'ont pas de dette et que leurs comptes enregistrés sont maximisés. C'est intéressant au niveau fiscal pour diminuer les impôts sur vos rendements et sur votre succession. Je suis d'accord ici avec le blogueur, là, le reste doit être plein. Donc, ça ne vaut pas la peine de mettre tous vos placements. En fait, c'est mon opinion personnelle. Là. Je ne pense pas que c'est une bonne chose de mettre tous ses œufs dans une assurance vie universelle participative. Moi, comme vous le savez depuis quelques mois, je le fais avec une de mes filles en ce moment dans un type Bank on Yourself là, qu'on a vu à l'épisode 68 parce que tous mes autres comptes sont presque pleins ou en voie de l'être et je veux protéger leur assurabilité. Donc, dans mes bilans, j'en parle un petit peu, là, c'est plus de type entière avec participation dans ce cas-là, mais sachez que ça peut être une piste si vos comptes enregistrés sont pleins pour investir votre argent. Lowe's knows that free is just better. That's why MyLowe's Rewards is free to join. As a member, you earn points towards MyLowe's money on eligible purchases, get exclusive free gifts, and earn free shipping at Silver Key status, all on top of weekly member-only deals. Don't wait. Join MyLowe's Rewards for free today and start saving more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. The last thing you want to hear when you need your auto insurance most is a robot with countless irrelevant menu options. Which is why with USAA Auto Insurance, you'll get great service that is easy and reliable all at the touch of a button. Get a quote today. Restrictions apply.
11e option, c'est une cotisation supplémentaire de 14 000 $ dans le REE, donc le régime enregistré d'épargne-études. Donc, c'est une option qui est peu connue pour maximiser le rendement composé sur 20 ans en investissant votre surplus de cotisation dans le REE. Donc, idéalement, si vous avez ce lousse-là, ça serait de mettre le 14 000 lorsque votre enfant naît. Donc, vous allez mettre 16 500, donc le 2 500 qui a accès à des subventions et le 14 000 supplémentaires. Parce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le droit de cotiser. Et là, j'y vais de mémoire, là, je suis désolé si je me trompe. Je pense que c'est 50 000 le maximum. Donc, tu as droit à 36 000 pour avoir des subventions. C'est peut-être 32 là. Bref, allez vérifier les chiffres. Désolé, je suis en train d'enregistrer et je n'ai pas vérifié avant. Mais on va dire que le maximum, c'est 36 000 pour avoir accès aux subventions. Et tu as le droit de cotiser jusqu'à 50 000 dans le REE, par exemple. Donc, tu as un 14 000 de plus. Ce 14 000-là, tu peux le mettre n'importe quand. Donc, tu pourrais le mettre quand ton enfant vient de naître et ça te permettrait de profiter de 14 000 de rendement supplémentaire en termes de rendement composé. Et ces rendements-là ne seraient pas imposés pour l'enfant. En fait, ce que je viens de dire, c'est totalement faux. Les rendements vont être imposés pour l'enfant, mais à son taux à lui. Donc, habituellement, à un taux d'imposition plus petit que le vôtre. Donc, c'est l'avantage d'investir les montants supplémentaires dans le REE. Mais pour moi, ce n'est pas mon option favorite. Il y en a d'autres avant qui sont peut-être fiscalement plus intéressantes, là, comme le CELIAP. 12e option, c'est investir en immobilier, donc faire des flips, acheter des Plex, acheter des REITs sur le marché boursier ou des FNB REITs, là. Donc, vous pouvez investir dans l'immobilier de différentes façons. Vous pouvez lire aussi sur la mise à part de l'argent si vous avez de l'immobilier. Je vais peut-être faire un épisode futur sur ça, là, s'il y a certains qui se posent des questions. Donc, pas mal ça. L'immobilier, c'est assez simple. Tu achètes un immeuble ou tu achètes l'immobilier de façon indirecte là, avec des REITs ou des FNB. 13e option, c'était la manœuvre Smith. Donc, j'en ai parlé dans l'épisode 97 où je résumais le livre de Robinson Smith sur cette manœuvre-là. Là. Donc, c'est une stratégie d'optimisation fiscale qui permet de convertir votre hypothèque non déductible, déductible maintenant d'impôt en investissant avec votre marge hypothécaire. Il y a des risques associés, c'est un effet de levier. Je vais la mettre en place lors de mon prochain renouvellement et je pourrai vous faire un suivi sur ça. 14e option, c'était acheter des actions accréditives. Donc, c'est un placement risqué. Souvent, c'est dans le secteur minier et ça offre d'importants avantages fiscaux, mais c'est réservé aux investisseurs avec un revenu élevé. J'ai fouillé un peu plus là-dessus parce que je ne connaissais pas les actions accréditives comparativement aux autres options proposées avant. Et voici ce que je retiens de mes lectures. Les actions accréditives, c'est des placements qui sont émis par des entreprises qui œuvrent principalement dans le secteur minier ou des ressources naturelles et qui sont en phase d'exploration. Donc, généralement, ces entreprises-là n'ont pas encore de revenus ou de profit et les actions accréditives, justement, permettent de les financer pour qu'ils puissent explorer et trouver des mines intéressantes ou des ressources naturelles. Le principal intérêt pour nous, c'est des avantages fiscaux importants qui sont associés à ce type de placement-là. Donc, les investisseurs peuvent déduire une partie des pertes des entreprises, ce qui va réduire vos impôts à payer. Donc, ces déductions-là peuvent aller jusqu'à 60 à 65 % du montant investi selon les règles en vigueur avec les actions que vous avez achetées et les règles, bien sûr, fiscales du Canada. Au Québec, vous pouvez avoir 10 % supplémentaires si l'exploration se fait dans la province ou si elle concerne l'exploration minière de surface. Donc, rendu là, on dépasse mon expertise. Mais en gros, les avantages, c'est d'importantes déductions fiscales et des crédits d'impôt. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 65 % de déduction fiscale sur le montant investi et des rendements potentiels élevés. Donc, en combinant les crédits, les déductions puis les gains en capital, le rendement annuel peut atteindre environ 25 %. Bien sûr, ce n'est pas toujours 25 %, mais ça peut atteindre 25 %. Il y a des risques, c'est des placements qui sont très spéculatifs, puis la valeur finale de votre capital peut être inférieure au montant que vous avez investi. Ces actions-là sont souvent proposées par des entreprises non rentables en phase d'exploration. Puis en raison de ces risques élevés-là, ce type de placement-là devrait surtout être recommandé aux gens qui ont un revenu élevé, habituellement supérieur à 100 000 $ et plus, parce qu'ils peuvent profiter au maximum des avantages fiscaux, donc ça peut compenser les pertes potentielles. C'est une option que je ne connaissais pas, qui semble-t-il peut offrir du 25 % en quelques mois. Donc, comme je ne crois pas à la magie, je vais fouiller un peu plus lorsque toutes mes autres choses vont être pleines. C'est peut-être une autre chose à découvrir pour vous bientôt. Si quelqu'un connaît plus ça que moi, il peut m'écrire. Je pourrais transférer les infos sur le podcast. Sinon, un coup que mon CELI, tout ça va être plein, c'est peut-être quelque chose que je vais regarder, voir comment ça fonctionne. Ma blonde peut bien être stressée avec tout ce que j'essaye pour le podcast. Mais bon, c'est pour la cause.
15e et dernière option proposée sur le blog de Retraite 101, c'était investir dans le financement participatif en capital. Donc ça, c'est de l'investissement dans des startups. Là. C'est risqué puis c'est pas liquide parce que tu ne peux pas sortir ton argent n'importe quand, mais il y a des potentiels de rendement élevés si l'entreprise réussit. J'en parle moins parce que c'est pas mon style quand tu touches juste ton argent quand l'entreprise est rachetée. Si ça vous tente, le blog parle de sites comme GoTroo et FrontFunder. Donc GoTroo, c'est G-O-T-R-O-O et FrontFunder, c'est F-R-O-N-T-F-U-N-D-R. Donc, je n'ai pas regardé ces sites-là, mais il paraît que c'est des sites que tu peux investir dans des startups. Il y en a d'autres aussi. Là. Moi, je fais du prêt privé sur une plateforme que je ne veux pas nommer parce qu'ils ne veulent pas soutenir le podcast. Donc, c'est d'autres options possibles là, en ligne. Il y a l'or aussi, les terres agricoles, investir dans l'or. Donc, il y a l'or comme les tableaux et l'or comme la barre jaune. Le REER conjoint, les cartes Pokémon, ça vous intéresse. Bref, j'espère que ça vous donne des idées. Mais avant de rembourser, avant de faire tout ça, n'oubliez pas de rembourser vos dettes à intérêt élevé et de remplir votre CELI, votre REER, votre régime épargne études enregistré. Ça ne sert à rien de faire dans la dentelle là, si vous n'avez même pas les bases de votre patrimoine financier. Donc, en gros, un fois que CELI, REER, REE pour moi, et CELIAP, c'est plein si c'est dans si vous avez l'intention d'acheter ou même si vous n'avez pas l'intention d'acheter. Ce que j'ai découvert d'intéressant, c'est les CRCD puis la FTQ, qu'on peut continuer d'investir dans des comptes non enregistrés et là, profiter quand même d'un crédit d'impôt de 30 %, ce qui peut peut-être être intéressant pour diversifier également, donc arrêter de gérer ces choses un petit peu. Sinon, j'ai aussi l'assurance vie universelle participative, là, soit pour les enfants ou si tout le reste est plein puis vous voulez avoir une façon de profiter d'avantages fiscaux pour diminuer en fait l'impact de vos rendements. Et bien sûr, immobilier et Manœuvre Smith, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que l'effet levier ne vous fait pas peur. C'est tout pour ce premier épisode là, qui est pas une synthèse de livre ou un bilan. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez m'écrire si c'est quelque chose que justement vous aimez, que ça fait différent, ça diversifie un petit peu les épisodes. On parle de diversification de portefeuille, mais il faut diversifier aussi les contenus. Et moi, ça m'a pris 3 fois moins de temps à préparer, donc moi, j'apprécie beaucoup ce côté-là. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre d'Eric Jorgensen, écrit en 2022, qui s'appelle L'Almanach de Naval Ravikant. Donc, on revient sur les synthèses de livres. Et c'est un des livres les plus intéressants que j'ai lus lorsque j'étais à Punta Cana début 2024. Donc, ça fait un petit bout. Et je ne m'attendais vraiment à rien de ce livre-là. Donc, j'ai vraiment hâte de vous le synthétiser. C'est un livre un peu philosophique, financier. Ce jeudi, je vous présente 3 autres titres potentiels de mon analyse de septembre 2024, soit Mastercard, Monolithic Power Systems, donc MPWR, et Qualys, QLYS. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.